Vers 3 heures du matin, dans le détroit d'Ormuz, à une vingtaine de kilomètres au large de l'île de Keshm, l'obscurité venait d'avaler 32 millions de dollars en un seul éclair de missile. Ce drone Reaper MQ-9, l'œil aérien de la marine américaine, patrouillait tranquillement quand un système iranien de missiles 3 cordes a projeté un intercepteur supersonique droit sur sa carlingue. L'aile s'est arrachée, et cette machine qui coûtait plus cher qu'une maison entière s'est transformée en débris de magnésium en flammes, englouti par les eaux noires du Golfe. Les Iraniens n'en avaient pas fini pour autant. À une trentaine de kilomètres de là, un chasseur Super Hornet de l'US Navy volait en patrouille solitaire. À peine le drone disparu des écrans, un second missile iranien, un Sayyad 2, quittait déjà son rail de lancement, verrouillé sur la chaleur du réacteur. Un adolescent qui regarde ces images depuis chez lui pourrait se demander ce que ressent un pilote à cet instant précis, seul dans le ciel, sachant qu'une ogive de 200 kg capable de le pulvériser fonce vers lui. Le pilote a plaqué son manche dans un virage à 9 fois la gravité, pendant que son brouilleur électronique embarqué hurlait littéralement dans les circuits du missile. Celui-ci a perdu sa cible et explosé à vide, à moins d'1 kilomètre du chasseur. Et c'est là que rien n'avait de sens. Le groupe aéronaval américain au complet a reçu l'ordre de reculer de 240 km. Dans les bunkers iraniens, on devait se féliciter, penser avoir remporté une victoire. Mais que se passait-il vraiment pendant que la flotte américaine semblait fuir le combat? Pendant ce recul apparent, l'armée iranienne travaillait sans relâche. Elle construisait ce qu'elle appelait le super bunker, creusé dans les falaises calcaires de l'île de Keshm. Les images satellites montraient des dizaines de missiles balistiques Fateh 110 transportés par camion vers des tunnels. Mais le plus inquiétant restait ce radar reconstitué, un radar passif qui n'émettait rien. Il se contentait d'écouter le bruit de fond des signaux radio et télévisés civils pour repérer les avions sans jamais révéler sa position. Plutôt que de proposer un cessez-le-feu, Washington a choisi de frapper. L'ordre est parti vers le croiseur lance-missiles USS Philippine Sea. 6 missiles de croisière Tomahawk ont décollé, visant l'entrée principale du bunker de Keshm. C'est là qu'est survenu le premier grand retournement de situation. Au moment où les Tomahawks franchissaient la limite des 20 km du territoire iranien, le super bunker a activé un radar de conduite de tir dissimulé. Pendant à peine 4 secondes, tout juste le temps de transmettre les coordonnées finales à ses intercepteurs. 4 missiles iraniens Sayyad 3 ont alors quitté leur rampe et abattu 4 Tomahawks avec une précision glaçante, 4 boules de feu s'élevant au-dessus de l'eau. Les 2 missiles restants ont atteint la falaise, mais n'ont même pas éraflé la roche. Ils ont explosé contre l'entrée renforcée sans y laisser la moindre trace. De l'autre côté de l'horizon, un destroyer a lancé 2 intercepteurs SM-6, guidés par une liaison de données provenant d'un avion de patrouille P-8 Poséidon et de drones Skydio postés près d'un pétrolier. Le destroyer tirait sur des cibles qu'il ne pouvait même pas voir directement, au-delà de la courbure de la Terre, en s'appuyant entièrement sur ce relais numérique. L'USS Gravely, destroyer protégeant le croiseur, a aussitôt riposté avec un intercepteur SM-2. Le premier missile iranien Nour a été pulvérisé à 5 km. Le second, lui, s'est révélé étonnamment rusé, exécutant une trajectoire en tire-bouchon qui a brouillé un instant le radar principal du navire. Le Gravely a dû basculer en défense rapprochée. À moins de 2 km, il a largué un nuage de paillettes métalliques pour créer un navire fantôme et détourner le missile, une manœuvre qui a fonctionné. Le système Phalanx a ensuite déchiqueté le missile à peine 350 mètres de la coque. L'explosion a été si proche que l'onde de choc a fait vibrer les tasses de café dans la salle de commandement. Mais le navire était sauf. Puis est venu l'ordre qui a stupéfié tous les observateurs. Repli général vers le point de rassemblement Alpha. Le groupe aéronaval a fait demi-tour et s'est éloigné de 240 km. On aurait dit une retraite totale, et dans les bunkers iraniens, on pensait sans doute avoir gagné. En réalité, les Américains dégageaient simplement la zone pour pouvoir écouter le silence électronique sans que leur propre navire ne brouille les signaux. Pendant que la flotte reculait, un unique P-8 Poséidon tournait en rond à 80 km de là,
son équipage scrutant l'air avec ses capteurs de renseignement électroniques. Ils ont détecté quelque chose d'étrange venant d'un pétrolier neutre battant pavillon panaméen, baptisé Blue Star. Le navire était immobile, mais ses antennes radio crépitaient d'un chiffrement militaire de très haut niveau. Les Américains avaient laissé les Iraniens construire leurs montagnes soi-disant imprenables en sachant qu'il s'agissait d'un leurre, attendant qu'ils déplacent le véritable cerveau du système, ordinateur sophistiqué et état-major, à bord d'un pétrolier civil, persuadé que personne n'irait chercher là. L'Iran venait de dépenser 500 millions de dollars pour une fausse montagne, et un seul avion américain avait perçu son battement de cœur à 80 km de distance. On pourrait presque ressentir une forme de vertige devant une telle disproportion. Tout cet argent, toute cette ingéniosité, réduit à néant par un simple avion qui écoutait. Les Américains ont alors décidé de piquer la ruche. Ils ont envoyé un autre drone Reaper, un appât coûteux, mais la marine devait savoir si le centre de commandement avait vraiment changé d'emplacement. Alors que le drone approchait à moins de 8 km du pétrolier, le premier grand coup de théâtre de la matinée s'est produit. Le superbunker dans la montagne, celui censé abriter tous les missiles, est resté complètement silencieux, pas un seul tir. À la place, une trappe dissimulée sur le pont du Blue Star s'est ouverte comme le toit ouvrant d'une voiture de luxe, et un missile Sayyad 2 en a jailli. Le temps de claquer des doigts, le Reaper avait disparu, sans même avoir pu amorcer une esquive. Mais la marine américaine venait d'obtenir exactement ce qu'elle cherchait, la confirmation que la base montagnarde n'était qu'un décor théâtral à 500 millions de dollars. L'Iran n'avait pas reconstitué son système sous terre, il avait transformé un pétrolier neutre en batterie de missiles flottantes et mobiles. La flotte américaine est alors passée en silence électronique total. Surgis de l'obscurité, 4 hélicoptères Seahawk MH-60 Romeo ont plongé à moins de 5 mètres au-dessus de l'eau, fonçant vers le Blue Star à plus de 200 km/h. En passant près de la poupe du navire, ils ont largué un essaim de micro-drones Skydio, des engins autonomes pesant moins qu'un ordinateur portable, guidés par intelligence artificielle avec une précision chirurgicale vers les dômes de communication satellite du pétrolier. Plutôt que de pirater les logiciels, ils se sont simplement immobilisés à quelques centimètres des antennes et ont injecté un signal électronique à haut gain, noyant les récepteurs du navire sous une boucle de données reproduisant exactement les interférences d'une panne matérielle catastrophique. C'était comme placer un mégaphone contre l'oreille de quelqu'un et lui rejouer l'alarme de sa propre maison. Dans la cale du pétrolier, les capteurs thermiques haute définition des drones ont enfin révélé la véritable reconstitution. 20 missiles balistiques Fajer 110 posés sur des rails hydrauliques inclinables, capables d'atteindre presque 5000 km/h, les touches d'effacement que l'Iran comptait utiliser contre la flotte américaine. Mais quand les techniciens ont vu leurs écrans se figer et leurs panneaux de contrôle virer au rouge à cause de l'injection de signal, la panique a gagné le navire. Leurs propres outils de diagnostic leur indiquaient que les Américains avaient contourné leur sécurité isolée et s'apprêtaient à déclencher un tir à distance ou à aspirer toute leur base de données de renseignement. Le commandement iranien sur la côte a alors pris une décision aussi rationnelle que brutale, sacrifier leur propre base mobile et leur propre équipage plutôt que de laisser cette technologie tomber entre des mains américaines. 2 missiles anti-navires Nour ont décollé des falaises de Keshm, visant leur propre pétrolier. On pourrait se demander ce que cela signifie vraiment, de sacrifier ses propres hommes pour préserver un secret, et si une telle décision relève du sang-froid ou du désespoir. Mais la flotte américaine, à 240 km de là, n'avait jamais vraiment reculé. L'USS Gravely a identifié la signature du tir sur la côte presque instantanément, car le P-8 Poséidon surveillait déjà le pétrolier. La flotte avait une longueur d'avance, elle n'a pas eu à attendre que les missiles apparaissent sur ses propres radars. Le destroyer a de nouveau lancé 2 intercepteurs SM-6, guidés à distance par la liaison de données du P-8 et des micro-drones toujours postés sur le Blue Star, frappant des cibles invisibles au-delà de l'horizon. Les intercepteurs ont détruit les missiles iraniens à moins de 500 mètres du pétrolier. Les explosions ont été si violentes qu'elles ont soufflé les vitres de la passerelle du navire,
Mais le bâtiment, et surtout les données que les micro-drones étaient en train de télécharger, restaient intacts. Les Américains avaient attendu que l'Iran perfectionne son système précisément pour pousser l'ennemi à paniquer. Désormais, les Iraniens étaient piégés, et l'effacement de leur arsenal n'était plus qu'à un clic. Les micro-drones Skydio, toujours en position au-dessus du Blue Star, avaient terminé leur vol des données. Ils avaient transmis à la flotte les communications internes du pétrolier et la localisation exacte de chaque missile. Ils ont alors changé de rôle. Chaque drone a verrouillé sa caméra haute résolution sur les trappes ouvertes des missiles et activé un désignateur laser codé, un point de mort invisible à l'œil nu. À moins de 5 km, les hélicoptères Seahawk ont capté le signal et lancé une salve de missiles Hellfire, guidés par ces points laser. Les Hellfire ont plongé directement dans les trappes ouvertes du pétrolier et frappé de plein fouet les missiles balistiques Fateh 110 exposés. Il faut comprendre qu'un missile à carburant solide, une fois enflammé, ne peut plus être éteint. C'est essentiellement un bloc de 9 mètres de caoutchouc à très haute énergie. Au moment où les ogives Hellfire ont explosé à l'intérieur de cette cale d'acier, la physique du lieu a basculé. Le carburant s'est embrasé d'un seul coup. Le Blue Star a cessé d'être un navire pour devenir un volcan. L'explosion a été si massive qu'elle a fait éclater la coque d'acier de 300 mètres comme si elle avait été faite de verre fin. Chaque fourgon de commandement reconstitué, chaque technicien spécialisé présent à bord, a disparu dans un soleil chimique. Mais les Américains n'en avaient pas terminé. Pendant que le pétrolier brûlait encore, la marine s'est tournée vers le superbunker sur la côte. Ce repli de 240 km, quelques heures plus tôt, n'était qu'un mensonge. Il avait surtout permis à leurs satellites et au P-8 Poséidon d'obtenir, grâce à un radar à synthèse d'ouverture, une cartographie parfaite de la montagne. C'était la vraie raison de cette attente. Pendant le cessez-le-feu de façade, ils avaient observé l'Iran acheminer des milliers de tonnes de béton et d'acier. Grâce à des capteurs de pénétration du sol à haute résolution, ils avaient identifié les points de fragilité structurelle, les piliers calcaires précis et les arches de soutènement qui portaient tout le poids de la falaise. C'est alors que les chasseurs F-35 Lightning II sont arrivés, larguant une série de bombes pénétrantes GBU-31, frappant le superbunker exactement sur ces points de faiblesse calculés. Les Américains avaient repéré les 3 piliers calcaires qui soutenaient l'ensemble de la structure et les avaient neutralisés. Le poids même de la montagne a fait le reste du travail, écrasant les laboratoires de drones et les rampes de missiles reconstituées en une couche de poussière plus fine qu'une crêpe. Les Américains avaient attendu que l'Iran achève sa reconstitution, car un bunker terminé devient une structure rigide et cassante. Ils avaient laissé l'Iran dépenser 500 millions de dollars à bâtir un tombeau, et ils n'avaient eu qu'à en fournir la porte. Une dernière chose mérite d'être précisée sur l'hélicoptère Seahawk employé dans cette opération, quelque chose que beaucoup ignorent. Tout le monde parle de ses torpilles, mais son outil le plus redoutable reste en réalité sa suite de capteurs électroniques, si sensible qu'elle peut détecter le simple bourdonnement électronique d'un ordinateur portable non blindé à 8 km de distance, même à travers une coque d'acier. Les commandants iraniens se croyaient invisibles, protégés sous 15 cm d'acier à bord d'un navire neutre. Pour les Seahawk, ils brillaient comme une enseigne au néon dans une ruelle sombre. La marine américaine n'attendait pas un signal pour engager le combat. Elle attendait simplement que les Iraniens allument leurs ordinateurs, et l'on peut se demander, au fond, s'il existe une victoire plus silencieuse et plus troublante que celle-là. Gagner une guerre, non pas en tirant le premier coup de feu, mais en écoutant, patiemment, battre le cœur de l'ennemi avant même qu'il ne comprenne qu'on l'entendait déjà.